vous propose tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Merci, bonsoir à tous et bonsoir aux amis téléspectateurs et internautes qui nous suivent à l'instant. Bonsoir Café Philo, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir en cette occasion assez spéciale qui va nous permettre d'avoir une causerie assez importante dans le cadre des pierres que Café Philo essaie de mettre depuis quelque temps dans la construction d'une pensée haïtienne, dans la promotion de la philosophie, de la culture et de l'art, dans la contribution pour une Haïti meilleure, pour une Haïti nouvelle. Alors pour commencer le programme de ce jour, comme nous avons l'habitude, nous allons ensemble nous mettre debout pour saluer notre pays, saluer notre drapeau. Nous allons entonner ensemble l'hymne national de notre République. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de tête, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et pour faire suite au programme, encore, on garde nos vieilles habitudes. Nous allons cette fois entendre et même chanter la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara,
Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci beaucoup, merci. Nous reprenons, nous reprenons l'antenne, si nous pouvons utiliser ce vieux jargon journalistique. Et pour une fois de plus, reprendre contact avec notre public. Nous rappelons que ce soir, le thème que nous allons débattre s'intitule « Une analyse du passage des problèmes publics aux politiques publiques dans le cadre d'une lecture économique, sociologique et historique ». Donc ce soir, il va être question de politique publique, de problèmes publics, mais aussi évidemment d'économie, de sociologie et d'histoire. Et bien avant, je vous invite bien avant de recevoir notre invité, et de recevoir notre intervenant, je vous invite à regarder ensemble ce mini-documentaire qui s'intitule « Haïti, le pont de la rivière Massacre ». Vous savez, c'est un endroit assez symbolique pour nous Haïtiens, symbolique surtout dans nos relations avec la République dominicaine. Je vous invite donc à le voir avant de passer au débat du jour. Merci. Merci. N'a pas entré dans le fond des débat. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de politique publique et nous allons parler d'économie, de sociologie et d'histoire. L'intervenant de ce soir est un jeune chercheur qui a un master en politique publique de Long Island University à New York et qui a soutenu cette année une excellente thèse de New School University à New York qui s'intéresse aux politiques publiques, aux politiques économiques, aux politiques comparées,
aux questions de l'administration publique. Personnellement, j'ai croisé Claude Joseph il y a quelques années à Philadelphie. Depuis, on est resté en contact et je peux témoigner, c'est vraiment l'une des têtes les plus brillantes de sa génération. C'est une chance pour nous de l'avoir ce soir comme intervenant où il va nous placer son mot pendant quelques temps et on va en fait sortir un petit peu de l'actualité immédiate pour essayer de comprendre les questions de manière structurelle, pour essayer de comprendre les questions de manière systémique et évidemment prenant en compte l'histoire, comme je l'ai dit, la sociologie et l'économie. En fait, la question de la crise haïtienne, si on peut quand même parler de crise, elle est définitivement économique, les résultats sont là, nous les voyons, mais il y a, comme Price-Mars a essayé de le montrer depuis le début du siècle, et une compréhension à avoir de la sociologie, et bien sûr, en tant qu'Haïtien, l'histoire nous est indispensable. Donc, je reprends le thème de la conférence de la causerie de Claude Joseph ce soir, une analyse du passage des problèmes publics aux politiques publiques dans le cadre d'une lecture économique, sociologique et historique. Alors, je dois rappeler que Claude Joseph actuellement est professeur invité à l'Université de Connecticut. Et donc, c'est pour vous dire la chance que nous avons de l'avoir aujourd'hui avec nous et nous allons certainement avoir une parole fraîche ce soir et bien sûr après, vous aurez l'occasion de placer votre propre mot, vos questions, vos commentaires, etc. Claude, c'est un plaisir pour moi de vous passer la parole et pour nous enseigner pendant quelques minutes sur ce passage des problèmes de politique publique des problèmes publics aux politiques publiques. Merci Robert. Pour commencer, permettez d'abord que je vous fasse une confidence. J'accepte l'invitation du comité de Café Philo avec une ambivalence, avec un sentiment vraiment ambivalent. J'ai toujours cru que Café Philo est un espace, sinon l'espace public idéal de faire valoir ses opinions, de faire valoir ses points de vue. J'ai eu la chance à plusieurs reprises de vous regarder en direct sur Caraïbes FM. Certains de vos intervenants et la qualité de leur intervention, sans mentionner la pertinence des questions soulevées par un auditoire très avisé, m'ont toujours plu. Donc, je me suis toujours dit que je dois un jour intervenir à Café Philo et c'est comme un rêve. Et voilà que je suis au pays après plus de 7 ans pour la conférence de la Haitian Studies. Ricardson et Ralph, profitant de ma présence, décident de m'inviter à intervenir à Café Philo. J'ai hésité. Ricardson insiste. Je lui ai dit que, écoutez Ricardson, Café Philo aura lieu un mardi et je rentre ce même mardi au pays, donc je n'aurai pas la chance d'intervenir. En réalité, je lui ai menti parce que je suis au pays depuis hier. Et finalement, hier, j'ai appelé James, l'un de mes meilleurs amis à Café Philo, pour lui dire que je ne suis plus intéressé. Sa réponse, mon cher, ou pas qu'à faire ça. Et il s'explique. En réalité, James ne m'a pas convaincu, mais je ne pouvais pas résister à sa demande. J'ai seulement répondu, m'a venu, pas de problème. Mais enfin, pourquoi cette hésitation? Tout simplement parce que j'ai eu peur. C'est ça l'invitation. C'est ça l'hésitation. Hier, dans une très longue conversation, j'ai eu la chance d'expliquer à Ralph, Ricardson, James, Yves Lafortune et beaucoup d'autres amis d'où vient définitivement cette peur de prendre la parole dans des espaces publics. Et ils ont bien compris, que ce n'était pas vraiment de la fausse modestie.
J'ai peur parce que je ne pense pas que je vais pouvoir dire quelque chose qui n'a pas été déjà dit. Mais j'ai surtout peur que mon intervention ne subisse pas, et mes interventions, mes paroles ne subissent pas ce qu'on pourrait appeler la rhétorique, du moins une rhétorique de disqualification. Alors, c'est pour faire allusion à Albert Eichmann, qui lui-même a écrit un texte assez intéressant intitulé « Rhétorique réactionnaire ». Bon, on peut toujours en parler. Je pense que la rhétorique de disqualification consisterait, entre autres dans notre cas, à dire qui ça intellectuel, bouche prenti ça yo gen pour yo di. Parler au propre, yo fort comme ça et puis pays à pauvre comme ça. Bizarrement, dans son livre Comprendre Haïti, particulièrement dans son 3e chapitre, Laënnec Urbon nous expose cette figure de l'intellectuel tout en nous aidant à revivre une pièce de théâtre à titre évocateur. Vous savez bien, c'est Pelle en tête de Franck Etienne. Pelle en tête, on se le rappelle, met sur scène 2 personnages. Pyram, un travailleur haïtien immigré, et Polydore, un intellectuel. Tous les 2 enfermés dans une chambre au sous-sol d'un immeuble à New York. L'intellectuel haïtien, comme présenté par Pyram, est essentiellement un comédien. L'homme de la rhétorique, l'homme de la magie des belles phrases, à Pyram de dire à Polydore. Nous-mêmes intellectuels, nos cerveaux, grands connaisseurs, nous qu'on pousser moun fait tintin. Nous parler brodet, si mes belles phrases, détails analyse logique, vide discours grammatical zéro faute, mais fout tonnerre boulem. Ça seulement nous propres. Parole craponnage, marcher épaules crochis dans toute la rue avec une valise chargée de documents cani, une veste croquée sous dos nous toute l'ancienne journée, tic-cric, tic-crac, je demande la parole, je voudrais, j'estime que, etc., etc. Nous pas lever ni lourd ni léger. Nous pas fait rien, parole en pile, parole vent. C'est nous-mêmes intellectuels et politiciens la ville qui sont responsables depuis tant bimbo tout désagrément l'obéit chouboum dans le pays d'Haïti. Vous allez être d'accord avec moi que cette image sombre de l'intellectuel haïtien, c'est donc une image sombre de l'intellectuel haïtien. Mais je pense que c'est bien mérité parce que la plupart de nos intellectuels haïtiens pensent qu'ils peuvent intervenir sur tout et n'importe où. Moi, là, je pense que je souligne n'importe où. Alors qu'en réalité, le savoir scientifique, comme j'ai dit à Ralph hier soir, n'est pas toujours transposable dans l'espace public. En d'autres termes, les modes de discussion propres au champ scientifique ne sont pas toujours transposables dans l'espace public sans grande distorsion. Comme moi, vous avez peut-être déjà assisté à des discussions publiques où des intellectuels de belle eau, comme on le dit ici, ou du moins des prix Nobel sont mis en déroute par de simples amateurs. Contrairement à Polydore, je mets de côté le texte de Franck Etienne, contrairement à Polydore, avec souvent son langage embrouillé dans la densité de sa pensée, l'intellectuel n'est pas toujours éloquent. Or, dans l'espace public en général, comme le dit souvent l'Américain, it is not what you are saying, it's how you say it. C'est-à-dire que dans l'espace public, l'éloquence prime souvent sur le contenu. C'est peut-être pas le cas à Café Philo, vu la qualité de son auditoire, je sais, mais c'est en général le cas pour beaucoup d'autres espaces publics. Quand il intervient dans un espace non approprié, l'intellectuel a l'air de quelqu'un qui est détaché du réel. C'est ce qu'a bien dit Laënnec Urbon. Et c'est pourquoi on dit que souvent, monsieur n'est pas atterri. Donc, le mieux pour moi, je dis le mieux, serait de limiter ses interventions en public
Et je pense que Dr Wendy Guillaume va être d'accord avec moi. J'espère que je me suis fait comprendre un peu par rapport à ce sentiment d'ambivalence. Maintenant, permettez-moi de remercier Ralph et les autres membres du comité pour l'invitation. Si je n'arrive pas à combler vos attentes, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez avec Rick Carson, James et Ralph. Mon intervention de ce soir, bon, c'était en guise d'introduction, mais mon intervention de ce soir se portera sur les problèmes publics et les politiques publiques. Donc ce sera plus particulièrement une analyse, ou du moins une lecture économique, sociologique et historique du passage des problèmes publics aux politiques publiques. D'autre terme, comment passe-t-on d'un problème public à une politique publique? D'abord, politique publique, c'est quoi? La définition classique veut qu'une politique publique est tout ce qu'un gouvernement décide de faire et de ne pas faire. Avec cette définition, vous allez être d'accord avec moi, cette définition, du moins, a ses limites et également ses mérites. Ses mérites parce que la définition nous apprend qu'une politique publique n'est pas seulement action, mais également non-action. C'est-à-dire que le choix de ne pas choisir, c'est-à-dire de maintenir le statu quo face à un problème identifié, il va être d'accord, est aussi un problème public, est aussi du moins une politique publique. Donc la définition nous dit également que les politiques publiques sont des initiatives prises par les pouvoirs constitués, particulièrement pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs. Bon, en ce sens, le secteur privé peut, à travers des contrats, avec, si vous voulez, le phénomène de la privatisation, le secteur privé peut assurer l'implémentation ou la mise en œuvre d'une politique publique. Mais adopter telle ou telle politique publique comme solution à un problème donné est une initiative gouvernementale. Cependant, cette définition, à savoir qu'une politique publique est tout ce qu'un gouvernement décide de faire ou de ne pas faire, ne nous permet pas de différencier les réalisations de l'État à partir de leur dimension et leur impact sur la vie des individus. Par exemple, elle ne nous permet pas d'identifier, ou du moins de différencier, la décision d'acheter des papiers de toilette pour un ministère et des décisions d'offrir une couverture de santé à tous les citoyens. Donc, c'est un problème. En outre, elle ne nous permet pas de cartographier et de situer les acteurs qui peuvent influencer la décision, du moins les décisions gouvernementales. Les politiques publiques forment un processus, et je dis processus parce qu'en réalité, une politique publique comporte des étapes, débutant avec l'identification d'un problème, la formulation des solutions à ce problème identifié, le choix d'une des solutions, c'est-à-dire que le choix de la solution optimale, légitimation de la décision choisie, c'est-à-dire que si on est dans une démocratie, un régime, je dirais, parlementaire, donc il faut que la décision optimale soit légitimée. Ensuite, vous avez l'implémentation de la politique publique pour passer finalement à l'évaluation de la politique publique. Donc, cependant, il faut noter que là, il ne s'agit pas d'un processus où les étapes s'arrangent, je dirais, de façon linéaire. Certaines fois, on formule une solution pour ensuite la chercher un problème. C'est un peu bizarre. C'est bien ce que des intellectuels appellent de garbage can model. Donc, c'est un modèle de poubelle où se rencontrent indépendamment les problèmes, les solutions et les opportunités. C'est-à-dire que vous n'avez pas le problème, vous avez déjà la solution et on cherche un problème à la solution.
du moins certaines fois, une solution est légitimée, c'est-à-dire voter au Parlement, avant d'être débattue par les individus ou groupes concernés. En ce sens, la loi Baudot, je ne sais pas si vous savez, la loi Baudot relative à la gestion des déchets solides est un exemple assez intéressant. Le programme de gestion des solides de Baudot suit un parcours non conventionnel. Si vous avez suivi ce parcours, vous avez peut-être probablement réalisé que ce n'est qu'après avoir été d'abord voté à la Chambre basse, puis voté et modifié au Sénat, que Gary Baudot s'engageait à publiciser son projet auprès des groupes concernés. Donc je dis que c'est un parcours non conventionnel. Et quoique c'est un parcours non conventionnel, il n'est cependant pas atypique. Le modèle que nous présentons avant, c'est un modèle séquentiel des politiques publiques, un modèle linéaire. En réalité, ce modèle séquentiel n'est qu'un idéal type au sens weberien du terme. C'est-à-dire que ce modèle nous offre un cadre analytique et théorique facilitant la compréhension et l'intelligibilité. Cependant, les actions publiques résultent rarement de ce parcours linéaire. Comme quelqu'un l'a si bien souligné, les politiques publiques sont plus un processus décisionnel complexe et circulaire qu'un enchaînement linéaire de séquences. Donc la réalité, c'est qu'on ne suit vraiment pas l'identification de problèmes, ensuite à l'évaluation des politiques publiques. Donc je crois que la loi Baudot est un exemple empirique montrant que la formulation des solutions à un problème peut précéder la phase de sensibilisation et la mise sur agenda. En effet, quoique l'objectif de cette communication soit d'analyser le passage des problèmes publics aux politiques publiques, dans le cadre bien sûr d'une lecture économique, sociologique et historique, notre intérêt se portera particulièrement sur la construction des problèmes publics. Et l'idée de construction des problèmes publics, nous allons voir, est en rupture avec la conception objectiviste des problèmes publics. Pour mieux comprendre le passage d'un problème public à une politique publique, il est important d'abord de comprendre comment une préoccupation ou une condition est promue au stade de problème public. Howard Baker nous a dit, pour comprendre complètement un problème social, il faut savoir comment il a été amené à être défini comme problème social. Dr Weber, comme historien, pourra bien sûr nous dire plus. Alors, la tradition dominante en analyse des politiques publiques, ayant pour base les sciences économiques, nous dit que les problèmes publics peuvent facilement être identifiés par le bon sens. C'est-à-dire qu'une fois le problème existe, tout le monde peut l'identifier. Elle nous dit que plus des faits sont objectivement graves, plus ils engendrent de gêne ou de dommages auprès de beaucoup de personnes, plus ils seront vite et fort constituer un problème public. Si c'est vrai, alors on peut se demander pourquoi c'est maintenant que la mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé soit scandalisée. Pourquoi autant de problèmes en Haïti ne sont jamais promus au stade de problèmes publics pour être considérés par les décideurs politiques. Donc, vraiment, penser en termes de construction de problèmes publics revient à dire que les problèmes ne sont pas déjà là, identifiables par l'exercice d'une raison universelle, d'une bonne foi devant l'évidence, ni même cliniquement objectivables par le savoir de l'expert. Les problèmes publics sont le fruit d'activités concurrentielles de mobilisation, de traduction et de mise en récit. Ni le scandale de la consolidation, exemple, ni l'affaire Petro-Caribé ne parlent pas. Ils sont parlés. Ils ont besoin de ce qu'on appelle l'entrepreneur de cause. Pour que naisse un problème, il faut que des entrepreneurs de cause se fixent sur une situation, œuvrent à la faire percevoir comme problématique. Ils devront ensuite cadrer le problème
c'est-à-dire l'articuler de façon culturellement et socialement acceptable, puis il faut justifier la gravité du problème pour enfin la populariser. Cependant, il est important de souligner que cette façon d'analyser l'émergence des problèmes publics, ou du moins cette forme de constructivisme dont il est question ici, n'est pas indifférente au fait sur la Libye que n'importe quoi peut devenir un problème. Dire que les problèmes publics sont des construits n'implique pas que tous les problèmes publics soient des fictions collectives. Construire un problème ne peut pas être réduit à une performance rhétorique, à un jeu de cynique ou à la manipulation des naïfs. Construire un problème public, c'est identifier dans un espace-temps les ressources efficaces pour pousser une cause. Et ces ressources ne sont pas que des mots. Un exemple pertinent de ce que je viens de dire est l'initiative Côte-Cob Petro-Caribéa. L'initiative serait pensée après un débat controversé sur les réseaux sociaux opposant l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte et l'homme d'affaires Dimitri Vob. Et il faut tout aussi noter les 2 rapports produits par 2 commissions sénatoriales, un nombre incommensurable de plaintes déposées devant la justice avec bien sûr l'assistance de jeunes très compétents, l'avocat André Michel. Donc, Côte-Cob Petro-Caribéa, comme une entreprise de certains jeunes entrepreneurs de cause, ou du moins entrepreneurs de problèmes, ce n'est pas négatif de dire entrepreneurs de problèmes, n'existerait pas si ce n'était ces préalables qu'ils ont su si bien exploiter. Donc, penser en termes de construction de problèmes publics exige une attention empirique aux acteurs, aux institutions et au contexte historique. Je vais conclure et laisser la place à Weber pour vraiment commenter, probablement réfléchir sur le volet historique. Mais j'ai envie surtout d'aborder les conséquences d'une telle pratique, c'est-à-dire la capacité des acteurs à convertir leurs préoccupations, leurs problèmes en problèmes publics. C'est cette tendance, je dirais, qui consiste à créer des institutions ou organisations dans le but de résoudre des problèmes, alors que ces organisations cherchent à pérenniser le problème parce que sa survie en dépend. Ce qui nous ramène sûrement à cette loi Baudot visant à reformer le service métropolitain de collecte des résidus solides, SMCRS, en service national de gestion de résidus solides, SNGRS. La question que je vais vous poser, que je me pose, existe-t-il vraiment un problème à résoudre? Je pense que c'est important. Et quand j'ai écrit sur cette question, Gary Baudot, mon ancien camarade, mon ami, était très enchanté de faire le débat avec moi sur cette question. Existe-t-il un problème? Cette question est d'une importance capitale. Existe-t-il un problème? C'est-à-dire que la question, du moins questionner la culture des problèmes publics, je pense que c'est très important dans un pays comme Haïti, où l'État n'a pas la capacité d'implémenter ses propres politiques publiques. Donc, c'est-à-dire que créer des problèmes et demander à l'État d'intervenir est pour moi également problématique. Donc, pour finir, je pense qu'il est important de faire une analyse, de produire une analyse très méticuleuse de l'importance des problèmes publics qui constituent l'amont même des politiques publiques. Et je pense que ça, comme problématique, ou du moins comme idée, s'avère indispensable. Merci. Merci Claude. Je prendrai un petit temps tout à l'heure pour faire un peu de commentaires et par rapport à ton exposé. Il y a des éléments assez intéressants à tirer et certainement quelques questions à soulever. Mais juste avant, nous allons prendre une très brève pause
musicale que notre DJ va nous entretenir. Le temps de souffler un peu et revenir aux commentaires et à la discussion. Merci. On reprend. Et on reprend quelques commentaires rapidement, et Dr. Claude Joseph, avant de poser les questions. En fait, bien aimé, j'ai commencé à aborder les questions, m'a transformé en créole pour permettre plus de monde et capable bien saisir l'importance de Sanabdia, notamment bien connaître que le public et Télé Caraïbes là très à l'aise dans et j'en ai essayé d'aborder des questions rapidement. Donc, on a passé personnellement, m'a passé commentaire en créole pour capable et au moins plus saisissable, parce que justement, une point on mettait accent sur lui, c'est ambiguïté qui gagne, alors même si ça va te faire partie, qui j'aime dit de sujet en soi, mais ambiguïté qui gagne pour intellectuel prend la parole dans l'espace public pour question et mes interprétations, mauvaise compréhension, mais aussi par prudence. Par prudence, c'est tellement difficile, on pas gagner un bagage nouveau à dire et qu'on pas un bagage nouveau à dire. Et ou préférez faire silence parce que tant vous dit déjà même le des fois il y a des choses à dire, mais le savoir, comme tu l'as dit, n'est pas toujours transférable dans l'espace public. Mais finalement, à travers exposé au saut de fer, au saut de montrer justement que les intellectuels ont le mot à dire dans l'espace public. Et justement, il y a une question posée, et me songez, nous avons parlé question ça avec Yves Lafortune pendant ce maintenant. Est-ce que en fait, nous pas arrivons au moment dans le pays à côté, les intellectuels laissent trop d'espace? Et que justement le silence de monde qui connaît, le silence de monde qui maîtrise question, le silence de monde qui connaît ça dit et qui dit de manière mesurée et qui connaît les limites que lui a parlé et il a tellement quitté espace là que quitté champ ouvri et que champ vient envahi par des paroles qui sont des fois des tout et du n'importe quoi. Maintenant, est-ce que ce comportement, parce que même j'en dis, le fait de ne pas décider en politique publique, c'est justement une politique publique de ne pas décider. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'intellectuels, nous pas gagné justement une responsabilité par notre silence au fait que parole là l'a détérioré puisque nous faisons silence. Est-ce que en faisant ce silence, nous ne faisons pas tort au pays? Donc c'est la première question que tu as aimé ou réfléchir sur lui. Maintenant, entrer dans le sujet à même. Et justement, merci de montrer nous que en politique publique, c'est une responsabilité de l'État. C'est un bagage qui réfléchit à partir d'un problème et opter pour méthode et pour modèle séquentiel définir problème et établir une politique publique qui est capable et de résoudre un problème public. Mais la tendance en Haïti, la tendance sociologique, et je regrette qu'on n'ait pas développé assez question sociologique là, peut-être qu'on aura l'occasion pour développer, mais il y a une tendance que nous gagnons dans le pays, que je dis nous complaire à lui-même, c'est de trouver des solutions privées à des problèmes publics. C'est trouver des solutions personnelles à l'éducation, trouver des solutions personnelles au manque d'électricité, trouver des solutions personnelles aux questions de santé, trouver des solutions personnelles, des fois même à l'embouteillage, c'est-à-dire essayer à chaque fois avec Inverterno, avec Delcono, nous résoudre le problème blackout là pour nous-mêmes. Certes,
ou bien expliquer, c'est l'État qui peut résoudre les problèmes publics. Mais les questions viennent fondamentales dans la mesure où j'ai l'impression que des fois, l'État vient tourner un artifice pour résoudre des problèmes, pour résoudre de manière privée des problèmes publics. Est-ce que nous pas, qui danger justement qui gagne dans ça, dans essayer de joindre des solutions privées à des problèmes publics? Et nous avons trouvé que vous manquez aborder l'aspect sociologique question. Est-ce que vous estimez nous gagner une façon de faire en Haïti, nous gagner une façon d'être en Haïti qui t'a bloqué ce passage des problèmes publics aux politiques publiques? Et finalement, en dernier commentaire, qui c'est une question qui est un peu chère à moi-même, parce que, en fait, quand on parle de la crise, quand on parle des problèmes, une question où dit, même tu as aimé reprendre avec d'autres mots éventuellement, dans quelle mesure on est capable de prendre dimension problème si on est arrivé à identifier le problème? Dans quelle mesure on est capable de prendre une crise? Dans quelle mesure on est capable de comprendre une crise? Dans quelle mesure on est capable de porter solution à un problème? On est capable de résoudre un problème si déjà on n'a pas la conscience de la crise. Justement, dans quelle mesure on a besoin d'une solution au problème de déchets si il prend un problème, si on n'est pas identifié comme tel, si on n'est pas identifié comme un problème. Dans quelle mesure on est capable d'arriver identifier, dans quelle mesure on est capable d'arriver porter une réponse nationale à des problèmes nationaux, si nous parents nous compte que ces problèmes doivent poser nationalement. Une image qui vient en tête que moi semaine ça que nos amis partagent avec moi, c'est l'image de José Francisco Peña Gómez qui réunit avec Joaquim Balaguer dans la Bibliothèque nationale de Santo Domingo en 1994 pour discuter de la crise dominicaine. C'est-à-dire, Balaguer, après, Peña Gómez après fin voler l'élection en Amel, qui a accepté Chita avec Balaguer, mais qui a accepté Chita avec elle, qui voit un message symbolique le à Chita dans la Bibliothèque nationale de Santo Domingo. Et ils ont ensemble identifié des problèmes et essayé de porter avec lui des questions nationales. Donc, c'est commentaires ça que je voulais soumettre à vous-même. Et avant de passer la parole au public pour des questions. Je vais rapidement réagir sur eux avant de bailler le public la parole. Bon, merci Robert. Je pense que vous soulevez une série de questions qui sont extrêmement intéressantes. Je vais essayer et comment je suis capable d'adresser presque ensemble. D'abord, je pense que gagner vraiment un problème pendant que je réfléchis comment des individus transformer préoccupations des bagages qui privés en des problèmes publics, mais il est également vrai comme Weber dit à partir de 1980 avec la dérégulation, avec la mondialisation, la privatisation, il y a un ensemble d'efforts qu'a fait également pour privatiser un ensemble de bagages publics. Il n'est pas aussi capable de dire réel. Alors, en Haïti, nous connaissons question de minoterie, question de un ensemble d'institutions publiques qui, je dis, c'est des institutions privées. Oui. Mais aux États-Unis, par exemple, c'était un courant extrêmement intéressant à partir de 1980, à un point que ou pas de cas différencier les pouvoirs, ça me est capable de dire, libéral aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une forme de gauche et la droite. Donc, ou pas de cas différencier parce que le premier monde qui parle vraiment implémenter, nous sommes capable de dire, chercher, en un mot, sans chercher faire, c'est question là même, c'est réduire, okay. Et nous sommes capable de dire gouvernement, c'est réduire sa capacité à intervenir. Donc, en un mot, c'est ça. Mais maintenant, aux États-Unis,
programme ça implémenté particulièrement par Bill Clinton et ensuite par un ensemble de l'autre administration conservatrice, même j'ai des administrations libérales. Réalité, c'est un juste milieu. Ça me capable de les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que là, je parle de défense publique. Malgré aux États-Unis, où il y a tout un programme de privatisation de la défense publique, particulièrement avec la privatisation des prisons. Ouais? Donc, les prisons qui sont des entités publiques, etc., qui sont sorti capable de un bien public, je dis à viennent à redéfinir. C'est-à-dire que barrière qui existait longtemps, parce que entre public et privé, n'est pas aussi rigide que ça. Donc, effectivement, gagner cet effort et de privatiser. Maintenant, il revient à, pour moi-même, garder quels sont les effets de la privatisation en Haïti. C'est-à-dire que qui est fait politique, qui est fait économique et qui est fait sous société. Donc, je pense que effectivement, aux jeunes de monde qui est très acide par rapport, particulièrement avec sur les consensus de Washington, là, qui c'est ça qui est capable de un blueprint qui programmer tout ça est capable de des services ou du moins rendre l'État plus capable de dire efficient, c'est-à-dire que effectivité rendre l'État capable de dire plus efficace dans ce pays. Mais programme ça est capable de dire aspect qui visait à libéraliser, du moins à privatiser un ensemble de biens et de services, l'oublier un volet qui est un volet d'équité, l'oublier un volet qui est un volet de justice. Donc évidemment que mon yo est capable de dire qu'il y a un pile manque à gagner. Mais je suis surpris que je fait que dans la dynamique, compréhension même politique publique, c'est-à-dire que comment on fait social, comment une condition, comment une simple préoccupation, li promu au stade de problème public, moi dis que, en fait, position, c'est que, à part du fait que il y a des problèmes qui sont évidents, mais la majorité des problèmes sont des construits. Et maintenant, comment ils construisent? Ils construisent à travers des groupes qui disposaient de ressources financières et épistémiques. C'est-à-dire que ceux qui gagnent plus de ressources financières, les gens qui disposaient d'un appareil, nous sommes capables de réfléchir sur le problème, ont plus de chance pour mettre fait social, préoccupation en politique publique et mettre en problème public et porter sur l'agenda gouvernemental. Donc ça c'est aspect qui est important que moi adresser. Maintenant, deuxième aspect c'est la question intellectuelle. C'est peut-être une position personnelle que il y a une cacophonie qui existait dans certains espaces publics qu'on ne peut pas faire valoir ces idées dans ces espaces. Et quand vous faites partie de l'académia ou bien soit scolaire, soit ouvrière, il y a des espaces propres pour discuter sans joindre et il y a un jargon, il y a un langage. Sinon, on doit faire un paquet de temps là à parler de comment passer d'un problème public à une politique publique. Moi, très niais, donc on va comprendre. Donc c'est parce que tout simplement, c'est éviter niaiserie ça, c'est éviter, ça me dit capable de dire pour me passer en dérision, qui fait que mon petit Jean moi-même vient peur des espaces publics. Mais ça ne veut pas dire que je pas engagé dans l'espace public, malgré la peur, malgré il y a ce sentiment, comme je dis, un sentiment d'ambivalence, donc qui fait que bon, même si je peur, mais c'est quand même surtout les des amis qui ont un espace qui convainc moi. Moi, dis quelques bagages. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, la parole au public. Et rapidement, nous avons une pile de questions, mais malheureusement, nous ne pouvons pas prendre toutes, mais évidemment, après, on est capable de continuer le débat sous l'autre forme. Bon, passer la parole d'abord à Yves Lafortune, qui a gagné une intervention. Je voudrais remercier les docteurs Van Weber Artus et notre intervenant, le docteur Claude Joseph, pour cette brillante intervention, d'autant que l'intervention portait sur le passage d'un problème public aux politiques publiques. Et là, je voudrais vraiment un geste de la main, surtout pour Claude Joseph, docteur Claude Joseph, parce qu'il est venu mettre de l'eau dans les moulins pour que, en fait, ici, on comprenne ce que par
politique publique on entend. Merci, Dr. Claude Joseph, parce que c'est vraiment un problème cuisant et c'est pourquoi, par exemple, je pense que j'ai le privilège de parler politique publique parce que ce qui arrive toujours de ce lieu intellectuel dont vous avez fait état en parlant de Polydor et de Pyram, c'est quand les autorités prennent des décisions et que vous leur dites, par exemple, que ça ne répond pas à la dimension de politique publique. Donc vous vous imaginez que ma misère et mes misères, ou pas atterri, ou à propos intellectuels, ça ne fait rien, etc. Je prends le micro pour, par exemple, juste avant de poser la question, pour étayer puisque vous avez parlé de la loi Baudot, parce que aujourd'hui ça se fait à l'envers en Haïti. Moi, le plus grand exemple que j'ai, c'est ce que je partage avec vous deux, l'exemple du président américain Barack Obama, qui est élu aux États-Unis, qui avait le Congrès, qui avait un problème public qui était le healthcare. Ça n'a pas été voté au Congrès. Donc, ce que le président américain avait fait, tout comme il fait maintenant, you have to vote, ça a été discuté dans les universités, dans les hôpitaux. Et justement, quand le healthcare est devenu une loi, à ce moment-là, ça devient donc, la population s'était déjà appropriée de cette loi. Donc, c'est ainsi que ça se fait. Il faut que la population s'approprie de cette loi pour que cette loi devienne, part entière à la population. Donc, comme ça se fait, donc, en évoquant la loi Baudot, c'est après que la loi a été votée que le député fait la publication de cette loi. Donc justement, j'ai voulu souligner ceci parce que je pense que l'intervention du docteur Claude a une valeur, une portée pédagogique de sorte que les gens se comprennent. Alors là, ce dont je voudrais que vous mettiez en phase, c'est cette suite de questions. Est-ce que, docteur Claude Joseph, vous savez que chaque député a une loi dans sa trousse? Est-ce que vous savez que chaque sénateur a une loi dans sa trousse? Or, autant que je me rappelle, la loi doit venir entériner une politique publique. Ça veut dire que la loi va être l'outil qui permet, en quelque sorte, à ce que la mise en œuvre de cette politique publique. Donc, quand on est dans une situation, dans un pays où, par exemple, faire une loi à la Chambre suppose qu'on appelle un effet de publicité, de visibilité. J'en ai parlé à des députés qui disent, par exemple, si je n'arrive pas à faire voter une loi, je passe à côté de mon mandat. Quand, par exemple, vous parlez à un sénateur, il dit, mais écoute, si je ne fais pas voter une loi au Sénat, je passe à côté de mon mandat, comme quoi la loi n'est plus un outil de mise en œuvre d'une politique publique. La loi, plutôt, est un élément de visibilité pour la réélection, soit du député ou du sénateur. Donc, comment? Et je pense que vous déchirez plus si mal se passer dans ce cas-là, et toujours avec la dimension pédagogique dont vous avez abordé le passage du problème politique aux politiques publiques. Comment dans un pays comme le nôtre, on peut travailler de sorte que les politiques, quand je parle des politiques, je parle des ministres, des présidents, des ministres et des députés, des sénateurs, pour qu'ils comprennent qu'il doit y avoir un agenda législatif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la conjugaison, et une bonne conjugaison pour que la population puisse en bénéficier. Ce n'est pas le fait que chaque député ait une loi, ou bien chaque sénateur ait une loi. Donc, ça pose plutôt une cacophonie. Donc, j'aimerais avoir l'idée comment aborder ce problème-là en Haïti. Et c'est ma question au docteur Claude et au docteur Van Weber. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, docteur, pour votre intervention. Je suis un peu confuse en ce qui concerne les problèmes publics. Parce que, à ma connaissance, un problème public se définit comme, du moment que le problème passe de la sphère privée à la sphère publique, ça devient directement un problème public, à ma connaissance. Mais vous m'avez expliqué tout un processus que je n'arrive pas vraiment à comprendre et qui remet en question la définition que je savais. Et puis, concernant ce que monsieur le modérateur a avancé pour la solution des problèmes publics en problèmes privés. Des solutions privées, vous voulez parler. Comme on peut prendre d'exemple
la pollution, les fatras qui se trouvent dans les rues. Imaginez qu'un citoyen conséquent ramasse les ordures dans sa zone. Est-ce que ça encourage la paresse de l'administration publique ou des décideurs publics, ou bien est-ce que ça remet en cause toute une stratégie de mise en œuvre de politique publique? Bonsoir. Bonsoir. Et ma question, si je me rappelle bien, la définition de la politique publique des gouvernements. On dit que, vous nous avez dit que c'est le droit de faire ou de ne pas faire. Mais pour moi, je vois que les gouvernements utilisent trop le ne pas faire. Et cela, dans le ne pas faire, et l'attente de la population n'arrive pas à être comblée. Et souvent, le ne pas faire, c'est ignorer les vrais problèmes essentiels que la population attend vraiment une vraie solution. Est-ce que à ce ne pas faire là que les gouvernements utilisent trop souvent pour moi, est-ce que c'est par là que viennent vraiment les problèmes sociaux, économiques et même politiques dans ce pays-là? Bonsoir Café Philo, bonsoir aux panélistes, surtout Claude, je vous dis bienvenue au Bercail, je suis de retour. J'ai quelques préoccupations, bien que je suis resté sur ma faim à travers l'exposé. D'abord, j'avais compris dans ce qu'on parlait de construction de problèmes. J'ai l'impression en sous-bassement, vous faites allusion à Bourdieu quelque part, dans la mesure où, lorsqu'il parle de son concept de domination. Parce que lorsque vous disiez que en fait, ce que j'ai compris, c'est que les agents, ou bien les agents dominants, mobilisent leurs capacités économiques et intellectuelles pour construire ces problèmes publics, bien entendu. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, bon, si c'est ainsi déclaré, c'est-à-dire que trouver les solutions vont être vraiment difficiles. Mais ce n'était pas la question, c'était une mise au point. Alors, ma question, ce serait que moi, je suis plutôt dans le champ de la sociologie, donc je suis plutôt habitué au problème social par rapport à ce que vous disiez vous-même, problème public. Moi, je ne connais pas le problème public. Est-ce que problème public équivaut à problème social ou est-ce qu'il y aurait une différence entre problème public et problème social? Deuxième question alors, c'est presque dans la même veine, j'aimerais savoir que vous avez présenté quelques étapes pour résoudre dans la définition à partir de politique publique, vous avez présenté des étapes. Et de là, vous avez essayé de montrer que la loi Bourdeau n'a pas suivi ces étapes-là. OK. Si nous considérons cette possibilité, est-ce que le fait que la loi Bourdeau n'aurait pas suivi ces étapes-là, est-ce qu'il y aurait incidence sur la solution du problème posé? Je vous remercie. Merci. On va être très rapide et je demande au Dr Joseph d'être assez clair, précis et bref dans les réponses. Bon, d'abord, je vais essayer de répondre à Yves Lafortune, qui lui-même fait réfléchir sur la loi Bourdeau, puisque nous te prenons comme exemple, et également qui abordait une autre problématique encore sous, ça m'était capable de dire, ça m'était relé la culture même des problèmes publics, que chaque sénateur ou bien chaque député gagne un morceau de loi ou bien une loi dans un projet de loi alors dans Catabio. Bon, d'abord, pour essayer de retourner, si vous voulez, de façon pédagogique à comment un problème vient en politique ou bien comment
gagner, parce que ça n'est les politiques publiques là, c'est une solution à un problème. Donc, comment ou joindre une solution à un problème, et particulièrement dans et m'était capable de dire sphère gouvernementale là, faut d'abord politique publique là, les supposés réfléchir non pas n'importe quel individu et au capable prendre même si c'est dans le Sénat ou bien dans la Chambre des députés, mais elle doit réfléchir surtout par le gouvernement parce que c'est lui qui dispose de budget. Donc, ou qu'a toujours une loi, mais loi ça pas une politique publique. Donc, une loi, c'est plutôt une façon de légitimer la solution optimale à un problème. D'abord, comme j'avais dit, on identifie le problème doit être identifié d'abord. Ça, si vous voulez, c'est, on est capable de dire démarche séquentielle là. Donc, ou un problème, ou identifier le problème d'abord, ou mettez le problème sur l'agenda. Et comment ça fait? Généralement, vous parlez de deux types d'agenda. Il y a un agenda systémique et puis un agenda gouvernemental. Agenda systémique, c'est côté tout le monde a discuté le problème. En d'autres termes, vous ça un agenda public. Étant donné que l'État ou bien le gouvernement n'a pas de capacité pour prendre en considération tout problème, il y a une série qui peut choisir. Là, le problème est sorti dans l'agenda systémique, là, ou bien l'agenda public, là, il est allé dans l'agenda institutionnel. Là. Maintenant, une fois que le gouvernement a pensé avec le problème, il commence tout déléguer pour un ensemble de monde réfléchir avec un ensemble de solutions. Étant donné que toutes les solutions ne se valent, eh bien, le gouvernement ou bien les techniciens vont choisir une solution optimale. Maintenant, quand vous êtes en démocratie, ou pas qu'à seulement choisir solution et puis vous faire le don politique publique. Quand vous avez la solution optimale choisie par le gouvernement, compte tenu de budget et de l'autre capacité, solution ça, l'y adresser comme un projet de loi, l'y aller dans chambre dans deux chambres pour voter très probablement dans le même terme. Donc laisse ça ou légitimer une solution à un problème. Il faut qu'on ait une politique publique. Une politique publique, c'est les gouvernements décider créer une organisation bien, un groupe de monde pour faire la mise en œuvre de cette politique. Et c'est la mise en œuvre qu'on appelle aussi l'implémentation de la politique publique. Donc, ça me tape dit tout à l'heure, moi essayer de faire un travail pédagogique pour montrer nous une démarche séquentielle qui sortit de problème à politique publique. Mais sauf que me dit nous que démarche séquentielle ça lui seulement permettre que nous saisissions une réalité qui est complexe. C'est un modèle. Le modèle n'est pas forcément une réalité. Le modèle vous permet de saisir une réalité complexe. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la loi Garibodo, mais particulièrement cette politique publique de Garibodo. Cette politique, ou bien cette loi, ou ce programme n'a pas suivi ces séquences. C'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu parler d'un programme de déchets, etc., avant que ou et l'Ivini s'ouvre dans le Parlement. Ou tendez dans le Parlement d'abord, ensuite, il y a un ensemble de monde qui Gary décidé à discuter après. Donc là, si vous voulez, moi, faire considération première là, qui c'est la démarche logique séquentielle, même dit que il n'est pas toujours marché, il n'est pas toujours passé comme ça. Maintenant, pour question qui dit, par exemple, mademoiselle dit que on est confuse par rapport à ma définition de problème public. Alors moi-même, ce que j'avais essayé de faire, c'est d'abord expliquer comment un fait social, ou du moins une préoccupation, ou du moins ta préoccupation, est promue au stade de problème public. Pour ça fait, il faut d'abord ou même ou exprimer préoccupation, hein? C'est-à-dire que ou essayer de montrer gravité que le problème ça a, que son groupe de monde a enduré, un groupe de monde ou expliquer gravité, ou justifier et pour populariser. Donc c'est-à-dire que d'abord, avant d'aller des problèmes publics aux politiques publiques, j'essaye de montrer la séquence entre faits social, entre une préoccupation, entre une condition et un problème public.
Donc, je dis qu'un problème public est tout ce qui est défini comme tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème public qui peut être identifié ou bien facilement identifiable par la raison universelle. C'est-à-dire qu'on se met d'accord que ça, c'est un problème. Et puis, c'est un problème. Donc, ce n'est pas qu'il y a un problème qui existe, c'est pour ça que ou un paquet de bagages qu'on a considéré comme problème qui ne va jamais considérer comme problème. Pour passer d'un fait social, d'une préoccupation ou d'une condition à un problème public, il faut ce qu'on appelle des entrepreneurs de cause. Ce que j'appelle entrepreneurs de cause, je les appelle aussi entrepreneurs de problèmes. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient capables et possédant bien sûr les ressources financières, épistémiques, pour montrer que ce problème est grave, il faut que le gouvernement penche sur ce problème-là. Donc voilà pour moi comment on est passé d'un fait social, d'une condition à un problème public, par le biais des entrepreneurs de cause. Maintenant, Pierre Richard, je pense, pose un problème assez intéressant. Moi aussi, j'en suis conscient. Problème social et problème public, c'est un langage ou une littérature états-unienne qui pas différencier problème social avec problème public. Donc, les problèmes sociaux sont définis comme problème public. Donc, ça, je pense que les résout. Maintenant, la démarche sociologique, pour finir, par rapport à la conversion d'un fait social en problème public, je dis que je vais adopter une démarche élémentaire de constructivisme qui consiste à dire que tel problème n'existe pas parce que c'est un problème. Le problème existe parce qu'il est défini comme tel. Et je vais ajouter pour me dire que ça ne veut pas dire que constructivisme, non, ou bien constructivisme élémentaire que m'a adopté pour réfléchir sur le problème social-là, il n'a pas dit que il y a une sorte de relativisme, tout le bagage à considérer comme problème. Moi, je dis que c'est extrêmement important que gagner un cadre temporel qui existait, qui fait aujourd'hui particulièrement que condition ça qu'un problème public. Yves prend par exemple healthcare aux États-Unis. Le problème existait avant, mais il y a un temps que il définit et particulièrement il met sur l'agenda et il vient une politique publique. Donc l'espace-temps est extrêmement important, le contexte politique est extrêmement important. C'est pourquoi on utilise des réseaux culturels, des réseaux de pouvoir pour pouvoir convertir des faits sociaux en problèmes publics, des problèmes publics en politique publique. Merci. Est-ce que vous pouvez aider à me remercier, professeur Claude Joseph, s'il vous plaît? Merci. Nous connaissons tous pas privés satisfaits, mais on connaît le a avancé sous nous. Et définitivement, après les caméras au fin fermées et nous dit réseaux sociaux au revoir, moi-même avec le professeur Claude Joseph là avec nous, donc nous sommes capables d'approfondir le débat et poser d'autres questions. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos internautes et merci à vous, chers amis de Café Philo. On vous dit donc bonne soirée et à la prochaine. Merci aussi à nos techniciens qui nous ont fourni un travail vraiment formidable. Donc bonne soirée à vous tous et rentrez bien chez vous et à la prochaine. Bye bye. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre.